Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. On lui a parlé la semaine dernière, puis on voulait le ramener parce qu'il y a des choses importantes à aborder. Le brigadier général à la retraite des Forces armées canadiennes, Richard Giguère. Monsieur Giguère, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ah, pas pire pantoute, merci. Les nouvelles peuvent être déprimées, mais bon, faut être au-dessus de ça. Écoutez, je suis content de vous avoir encore avec nous parce que je lisais ce matin la politique étrangère du Canada pour l'Arctique et on lance cette conversation là, en avril 2024. Je lisais, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements qui vont permettre d'augmenter la présence des Forces armées canadiennes dans l'Arctique, puis une modernisation des équipements militaires. Ça, c'est en avril. Savez-vous où ça en est, tout ça? Bien, écoutez, le plan est toujours lancé, bien évidemment, là. C'est intéressant ce que vous mentionnez parce que on a, en avril 2024, on a fait une révision de notre politique de défense, dont le titre est « Notre Nord fort et libre ». Ouais. Alors, tout de suite, on voit qu'il y a une importance qui est accordée au niveau militaire pour les questions de l'Arctique. Et en décembre, donc quelques mois un peu plus tard, il y a une politique étrangère canadienne là, qui était promise depuis longtemps. Mais là, il y a une politique étrangère canadienne sur l'Arctique qui a été publiée. Et là, ben, évidemment, c'est pas juste une question de défense, l'Arctique pour le Canada, là. Donc, il y a 3 ministères qui sont impliqués majoritairement dans cette nouvelle politique-là. Alors, le ministère Affaires mondiales, bien évidemment, ministère de la Défense et le ministère des Affaires du Nord. Alors, on voit là qu'il y a beaucoup plus d'importance qui est accordée à l'Arctique de notre côté. Mais je pense que pour tous nos concitoyens, concitoyennes, là, toute la situation reliée au Groenland dernièrement, ouais, peut-être a fait découvrir à bien des gens qu'on avait une frontière en haut, là, dans le nord, en Arctique. Ouais. Et je pense que là, l'attention des gens est beaucoup dirigée dans cette région-là. Et pourquoi l'Arctique, M. Giguère, devient un sujet prioritaire? Là, on l'a vu, Trump reluque le Groenland, la Suède, la Finlande commencent à s'en mêler, la Russie, la Chine aussi sont des ennemis ou des adversaires, en tout cas, dont il faut se préoccuper. Oui. Là, ça, tout arrive en même temps. Là. La réaction oui. du Canada, est-ce qu'elle est appropriée? Est-ce qu'elle est à la hauteur de ce qui se passe? Ben, elle est très appropriée, là. Puis évidemment, on va mettre les ressources qu'on est en mesure de mettre à la hauteur du budget de notre défense et tout ça. Mais, vous savez, pour répondre à votre question, vous savez, quand on regarde une carte du monde, on la regarde toujours de la même façon. C'est-à-dire que l'Europe, l'Afrique est toujours au centre, puis à gauche, on a les Amériques, puis à droite, on a l'Asie. Mm-hmm. Moi, je vous recommanderais comme un ballon, là, regardez la Terre autrement et regardez-la en ayant l'Arctique au milieu. Et là, vous allez voir comment ça change la donne, mais complètement. Ah oui, Parce qu'il y a 8 pays là, qui sont propriétaires d'une partie de l'Arctique, qui font partie en ce qu'on appelle le Conseil de l'Arctique. Mais vous savez, c'est là qu'on voit, par exemple, qu'on n'est pas si loin de la Russie que ça. Et que notre voisin immédiat dans l'Arctique, c'est justement le Groenland. Et vous vous souvenez peut-être de l'époque où Mme Sarah Palin voulait être la vice-présidente des États-Unis là, avec M. McCain. Puis à un moment donné, elle avait participé à un débat sur la politique étrangère. On y avait posé une question sur la Russie. Puis elle, tout bonnement, elle avait dit « Mais pourquoi je connais la Russie? C'est parce que de chez nous, je la vois. » Et là, tout le monde est parti à rire, bien évidemment, parce que nous, on a notre vision traditionnelle du monde. Mais quand on regarde avec le Nord en plein milieu, l'Arctique, on voit que l'Alaska est à côté de la Russie et que sous certaines conditions hivernales, il y a des gens qui disent qu'on peut même marcher du territoire américain au territoire russe. Alors, on voit là, qu'on est très, très près quand on regarde le monde sous cet angle-là.
Puis c'est important pour le Canada parce que, vous savez, on est le deuxième plus grand pays du monde, mais il y a 40% de notre territoire qui est arctique et 70% de notre littoral est arctique. Alors, vous voyez que ce sont des réalités qui sont extrêmement importantes. Il y a urgence à avoir des véritables politiques et à avoir des ressources. Dans le document sur la politique étrangère, M. Giguère, du gouvernement canadien, je lisais « La Russie et la Chine souhaitent toutes deux déstabiliser le système international libéral fondé sur des règles. » Et là, on dit que les régions arctiques, l'Amérique du Nord, protégée par les forces armées canadiennes et celles des États-Unis, et le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le NORAD. Est-ce qu'on est taille contre la Russie et la Chine? Ben écoutez, évidemment, avec l'appui des Américains, le NORAD, certainement. Certainement. Parce que là, on a toute la puissance américaine avec nous, ce qu'on contribue, là. Fait que là, vous parlez de grands blocs qui s'affrontent, là. Ouais. Et une chose aussi que je pourrais mentionner, c'est que même si on parle un peu de faire des opérations dans le Nord, comme on fait des opérations à nos latitudes, là, c'est pas pareil du tout, là. Vous savez, faire des opérations dans le Nord, c'est extrêmement compliqué. C'est très, très difficile sur les soldats, c'est très difficile sur l'équipement. C'est pas plus facile pour les Russes et les Chinois que ça l'est pour nous, pour les Américains, là. Alors ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Et l'autre chose, évidemment, ben c'est loin, ça coûte cher. C'est loin, ça coûte cher pour bien des gens. Alors, mais ce qu'on s'aperçoit, par exemple, c'est que définitivement que les Russes, en termes de construction de bases et tout ça, là, mettent beaucoup d'importance là, en ce moment dans cette région-là. Puis j'avancerais qu'il y a une couple de raisons. Premièrement, il y a un paquet de ressources naturelles qui sont dans cette région-là, qui sont pas encore exploitées. Ça serait pas facile à exploiter là, pour le moment. Ben, à un moment donné, s'il en manque ailleurs, ben là, on va peut-être commencer à lorgner de ce côté-là. L'autre chose, il y a un gros impact des changements climatiques. On dit que dans l'Arctique, les glaces fondent 4 fois plus rapidement que partout ailleurs. Alors, il y a beaucoup d'impacts causés par le changement climatique. Ce que ça veut dire, ça, c'est l'ouverture de voies navigables qui ne sont pas en ce moment encore. Et encore une fois, quand vous regardez le monde avec une vue sur l'Arctique, vous voyez que ça pourrait être plus facile, plus rapide, probablement moins cher de passer par des voies navigables dans l'Arctique, plutôt, par exemple, que de passer par le canal de Panama ou par le canal de Suez, là, qui est en plein milieu d'une zone de conflit en ce moment. Alors, vous savez, il y a des grandes compagnies dans le monde qui surveillent tout ça, parce qu'aussitôt qu'on va pouvoir passer par l'Arctique, ben, fort probablement qu'on va devoir le faire. Et là, vous allez voir, là, les enjeux de souveraineté vont arriver encore avec beaucoup plus d'importance, parce que s'il y a par exemple, une catastrophe environnementale, un super pétrolier qui coule dans l'Arctique, ben là, on va dire, ben, à qui appartient cette partie-là de l'Arctique? Et le pays qui est responsable va devoir intervenir. Alors, voyez-vous, donc, ben, il y a des enjeux liés au climat, liés aux ressources naturelles. Puis, évidemment, ce qu'on rajoute à ça maintenant, c'est une tension politique, là, avec tout, entre autres, la question du Groenland et tout ça, qui se rajoute. Alors donc, le défi, ça va être, oui, il y a des enjeux, il y en a toujours eu, mais dans le climat actuel, celui qui s'en vient, comment on va faire pour gérer ces enjeux-là? OK, on parlera de la Chine dans un instant, M. Giguère, mais en même temps, là, on voit que Donald Trump regarde le Canada avec condescendance. On n'est plus des alliés, on est comme des adversaires qui lui pompent de l'argent, et il nous en veut, il nous aime pas, et il a parlé de nous comme le 51e État, mais toute la politique est basée sur l'alliance avec les États-Unis. Qu'est-ce qui va arriver au Canada si ça s'effondre? Ben, écoutez, il y a bien des choses qui se disent là au sud de notre frontière, mais je pense que de plus en plus, on va voir que la réalité va frapper là. Pas juste en termes économiques là, mais vous savez, depuis 1945, là, l'alliance canado-américaine en termes de défense,
c'est probablement l'alliance qui est la plus solide au monde. Et donc, oui, il peut y avoir des tensions, des remises en question, mais vous savez, je pense que cette alliance-là est là pour rester. Et donc, on va voir ce qui va arriver parce que moi, je regarde toutes les choses que le président Trump a dit qu'il allait faire dans son premier 24 heures. Ça va être un long 24 heures, là. Et je pense qu'avec le temps, il y a des choses qui vont se tasser, là. Et je pense qu'il va y avoir des enjeux où il va voir que d'avoir ce genre de discours-là, c'est peut-être pas aidant, là, surtout avec ses alliés le plus proches. Vous savez, il y a la Chine, il y a la Russie. Moi, il me semble que je me calmerais du côté de mes alliés, là, de mes alliés européens, puis mon allié canadien, qui ont toujours été là. Ouais. Je lisais aussi, là, à propos des États nordiques. Là, on parle du Danemark, ça inclut le Groenland, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Russie. Et là, tu vois débarquer la Chine dans tout ça. La Chine qui veut, évidemment, aller chercher des ressources naturelles, qui veut se positionner. Exactement. Et c'est pour ça que, vous avez nommé là, les 8 pays du Conseil de l'Arctique. Et là, depuis, évidemment, la guerre en Ukraine, c'est un conseil qui fonctionne pas bien, évidemment, parce qu'il y a plein de réunions qui ont été annulées à cause des actions de la Russie. Là. Alors, on voit que ce conseil-là ne tourne pas bien, ne fonctionne pas bien. Ça a toujours été un conseil pacifique, hein, quand on regardait l'Arctique. La Chine est intéressée fort probablement par les ressources importantes qui sont là. Alors, ça explique là, pourquoi eux aussi, ils construisent des brise-glaces. Hein, ils se disent comme une nation presque arctique. Alors, écoutez, encore une fois, moi, j'aime bien regarder les cartes là, pour faire preuve d'imagination. Mais on peut comprendre qu'ils ont des intérêts liés fort probablement aux ressources naturelles là, qui sont dans cette région-là du monde. Oui. Là, les ressources militaires du Canada, ce qu'on lit dans le document, là, on parle de 6 nouveaux navires de patrouille extra-côtiers de l'Arctique, 15 nouveaux destroyers de l'Atlas Fleuve et Rivière, des systèmes d'aéronefs télépilotés. On met de l'argent, là, on parle de 38,6 milliards de dollars. Est-ce que ce ne sont que des annonces, c'est du fluff, c'est des nuages ou c'est vraiment, il y a des chèques qui se font présentement? Ben, écoutez, là, ça arrivera pas en criant ciseaux, comme on dit, hein, ça va prendre du temps. C'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'on entend ça, là. Même sous d'autres gouvernements, là, on avait entendu des projets comme la construction d'un port en eau profonde en Arctique, mais bon. Stephen Harper, ça. Aussitôt qu'on commence à mettre un prix là-dessus, vous savez, vous allez en Arctique, moi, dans le cadre de ma carrière, j'ai même pas été au cercle arctique, là, mais j'ai été dans l'Arctique, le nord du Québec, là, par exemple, le Grand Nord. Vous savez, une pomme, ça va vous coûter 7 à 10 fois plus cher là-bas. Là. Ouais. Fait qu'imaginez-vous là, des ressources de construction, puis là, il y a vous savez, les enjeux, entre autres, climatiques font que vous savez ce qu'on appelle le pergélisol, là, qui est le sol là-bas qui est dur comme du roc, mais il ne l'est plus dur comme du roc. Alors là, c'est pas juste un enjeu de construction qu'on a, c'est qu'on a un enjeu de maintenir les constructions qu'on a déjà là-bas, parce qu'à cause de la fonte du pergélisol, c'est en train de bouger tout ça. Là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous savez, quand on investit 1 milliard en Arctique, ben, c'est pas la même valeur que quand on investit 1 milliard au sud. On a beaucoup moins pour notre milliard à cause de tous les enjeux reliés là, à la géographie de ce coin-là. Fait que oui, ça coûte beaucoup plus cher. Et là, c'est de voir quelle va être la part du budget de la défense. Mais encore une fois, c'est clair que le Nord a pris une importance juste avec le titre. Hein? Là, je pense que tout le monde comprend bien. Mais c'est de voir l'impact du coût de ces opérations-là dans l'Arctique puis l'impact que ça va avoir sur nos autres opérations qui se poursuivent ailleurs, comme en Lettonie, par exemple. La coopération internationale là-dedans, ça va être crucial. Mais si on a un Trump qui veut envahir le Canada, qui veut s'installer au Groenland, qui est ami avec Poutine, la carte géopolitique vient de changer. Absolument. Puis,
savez, il a dit ces paroles-là. Vous savez, la relation qu'il va avoir avec Poutine, ça va être à voir aussi, là, parce que, tu sais, comme par exemple, on va mettre la fin à la guerre en Ukraine rapidement, mais je pense pas que le président Trump va vouloir que ça sorte comme quoi qu'il a perdu en Ukraine. Voyez-vous, il y a ça aussi, là, comment il va percevoir ça, là. Alors, donc, c'est pas clair encore, là, mais c'est sûr que de cette région-là, arctique, qui devient de plus en plus importante sur la scène géostratégique, là, à cause de son ouverture, puis de la découverte de ressources et tout ça, ben, ça va être définitivement une région à garder sur notre écran là, pour les années à venir. Oui, OK. Avant qu'on se quitte, Richard Giguère, quand vous voyez la prorogation là, présentement, là, Trudeau décide de quitter. Oui, je vous amène sur la politique. Oui, je vous amène là. Et là, Trudeau décide de sacrer son camp. Là, on n'a pas de premier ministre. C'est un premier ministre de province après l'autre qui va voir Trump, qui va le supplier. Pendant ce temps-là, là, tout ce dont on vient de parler, des politiques étrangères, j'imagine qu'il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus rien qui se décide. Ben, écoutez, il y a quand même une fonction publique qui fonctionne au Canada. Là. Vous savez, mais il y a des décisions qui doivent se prendre. Bon, oui, les sous-ministres et tout ça, sont pas disparus, là, sont encore là. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de grandes décisions qui vont être prises pendant qu'on est en campagne électorale. Puis oui, on va être un bout de temps sans voir. Vous savez, on a un premier ministre, on n'est pas sans premier ministre, mais on sait qu'il est là de manière temporaire. Le président Trump le sait aussi. Et tout ça, ça va être réglé. Là, quand est-ce qu'on va avoir un premier ministre ou une première ministre qui est bien en selle? Ça va peut-être être mai-juin. Mais pendant ce temps-là, il y a quand même, vous savez, on n'est pas dans un vide, là. Il y a quand même des choses qui vont se faire quand il y a des budgets qui ont été accordés, ben ils vont se dépenser dans la limite là, des paramètres qu'on leur a donnés. Fait qu'il n'y aura pas de grandes décisions, c'est sûr, au niveau politique, mais on n'est quand même pas là, dans l'immobilisme total. Okay. Il y a des choses qui continuent de bouger. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous m'avez dit, hey, si tu veux de l'équipement militaire, prends un numéro, mets-toi en ligne, parce qu'on n'est pas les seuls à vouloir en acheter. C'est pareil pour ce qui se passe dans l'Arctique. Écoutez, c'est la même chose. Vous savez, tant qu'il va y avoir des conflits actifs comme l'Ukraine, Gaza, ben, il y a un paquet d'armements là, qui se dirigent dans ces régions-là. Alors, nous, si on veut avoir, puis un bel exemple, c'est les obus d'artillerie. Donc, nous, on en a déjà donné à l'Ukraine. Mais là, il faut remplacer ce qu'on a donné. Ouais. Et là, il y a un paquet de monde qui veulent les mêmes obus en Ukraine. Fait que voyez-vous, il y a tout le phénomène d'offre et de demande, comme quand on achète une voiture. Là. C'est un peu bizarre, mais le monde de la défense, c'est comme ça aussi. Puis si en plus, vous pouvez mettre « Prouver au combat » sur votre boîte de trucs, là, le coût vient de décupler. Ah oui? Puis plein de gens veulent la même chose que toi. Fait que l'impact, c'est que ça va coûter plus cher comme quand on va acheter nos choses à nous au supermarché. Mais il n'y a pas vraiment une étampe prouvée au combat là, sur ces produits-là. Ben, écoutez, quand vous avez des pièces militaires qui ont été utilisées en conflit et qui ont fait leurs preuves, ça vient de changer la donne. Ah, c'est vrai? Effectivement. Ah tu oui. sais, le système que je te vends, là, ben, regarde, en Ukraine, il est là, puis on le voit, fait que c'est drôle, il vient de prendre 20%. Là. Ah oui, c'est l'offre et la demande. Je comprends ça. Bon, hey, un gros merci, brigadier général à la retraite des Forces armées canadiennes, Richard Giguère. Un gros merci à vous, M. Giguère. J'espère qu'on va se reparler. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Au revoir.